Je vous présente maintenant notre conférencier de plénière d'ouverture. M. Daniel Weinstock est titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il est également le directeur du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Il est le président sortant du Comité d'éthique de la santé publique du Québec. Il a aussi participé aux travaux de plusieurs comités chargés de conseiller les gouvernements provincial et fédéral sur les enjeux éthiques reliés aux politiques publiques dans plusieurs domaines, allant de la santé publique au multiculturalisme. Il est l'auteur d'une centaine d'articles académiques portant sur plusieurs sujets d'éthique et de philosophie politique. Son plus récent ouvrage s'intitule « Profession éthicien », publié aux presses de l'Université de Montréal en 2006. Il prépare actuellement pour Oxford University Press un volume sur les débats entourant le multiculturalisme au Canada. M. Weinstock traitera du thème de nos journées de cette année, l'écho de nos choix, sous un angle qui lui appartient. Une petite consigne avant de lui laisser la parole. À 10h15, nous cesserons. D'ailleurs, il m'a demandé, M. Weinstock, 5 minutes avant de le prévenir, donc surprenez-vous pas si je l'interromps un instant. Pour que nous puissions, à 10h30, commencer directement dans les salles, les différentes salles. Vous savez que le programme a été resserré dans l'horaire de la journée, de telle sorte qu'il n'y a pas de pause café, comme nous avions l'habitude d'avoir entre la conférence plénière et le début des activités dans les différentes salles. Donc, nous souhaiterions qu'à 10h30 pile, vous soyez rendus dans vos différentes salles. Et c'est à vous la parole, M. Weinstock. Ça va, est-ce qu'on m'entend au fond de la salle? Oui? Bon. Je dois m'excuser, premièrement, en vous disant que j'ai cette particularité de ne pas utiliser PowerPoint. Je sais que c'est une règle de fer que d'utiliser ce moyen, mais je dois avoir un côté exhibitionniste. Je préfère que les gens me regardent plutôt que de regarder un écran. Et donc, je ne m'en sers pas. J'espère que ça ne nuira pas à la compréhension de ce que je vais vous présenter. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un propos, on invite un philosophe à des journées de santé publique, il faut s'attendre à ce qu'il fasse un propos un peu philosophique. Je vais vous inviter en quelque sorte dans mon terrain de jeu, qui est celui des théories philosophiques sur la justice sociale. Et ce que je voudrais faire, c'est de réfléchir un peu avec vous sur la manière par laquelle une notion qui est devenue extrêmement importante dans votre terrain de jeu, c'est-à-dire la notion de déterminants sociaux de la santé, est en train d'infléchir, est en train de changer, est en train de modifier la structure et la logique des théories de la justice sociale d'une manière qui n'est, à mon avis, trop tôt pour dire si elle est bonne ou mauvaise, mais je pense qu'il est important d'en tenir compte, de voir un peu comment le fait de parler en termes de déterminants sociaux de la santé est en train de changer la manière par laquelle nous pensons, la manière que la justice appréhende cet objet qu'est la santé. Donc, mon propos va être un peu abstrait, et je m'en excuse. En fait, je ne m'en excuse pas, puisque je suis philosophe, je dois, en quelque sorte, c'est mon terrain de jeu naturel que d'être dans l'abstraction. Mais je vais peut-être commencer avec une image qui pourrait servir un peu de résumé à toute ma communication. Si après ça, vous décidez de rêvasser, de penser à votre communication tout à l'heure, ou je ne sais trop, vous aurez au moins une image là, qui résumera un peu mon propos. Les théories de la justice sociale, les théories donc qui ont eu tendance à se poser la question « qu'est-ce qu'une société juste ?» a eu tendance à voir le rôle des institutions de justice dans une société comme étant l'égalisation des chances. Imaginons la vie comme étant une sorte de course. Hein? Et on se rend compte que dans le vrai monde, les gens ne partent pas toujours du même point de départ. Hein? Et même quand ils partent du même point de départ, ils ne partent pas toujours avec les mêmes chances à partir de ce point de départ. Hein? Donc, la vision des théories de la justice sociale qui ont été, je dirais, dominantes dans l'après-guerre, dans la littérature philosophique que je fréquente, est une vision des choses qui dit que la principale responsabilité de nos institutions de justice doit être de faire de sorte que les gens partent du même point de départ et que de ce point de départ, ils soient en quelque sorte dotés de capacités suffisamment égales pour qu'ils aient tous une chance à peu près égale d'arriver à la fin. Donc, si on voit la vie comme étant une course, les théories de la justice voient l'importance des institutions de la justice comme étant au début. Hein? Il faut s'assurer que les gens partent d'un point de vue, d'un point à peu près égal.
L'hypothèse est en fait qu'une fois qu'on a égalisé tout cela, une fois qu'on a égalisé le point de départ, il y aura, à la fin de la course, des inégalités. Mais ces inégalités ne nous préoccuperont pas autant qu'elles ne le font dans le monde dans lequel nous vivons, parce que ces inégalités auront été le fruit, auront été le reflet d'un point de départ dans lequel nous aurons égalisé des choses qui, dans le vrai monde aujourd'hui, ne sont pas égalisées. Je vais donc rentrer dans plus de détails là-dessus. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est que le tournant qui s'effectue dans la réflexion sur la santé publique autour des déterminants sociaux de la santé est en train, de manière qu'on ne s'aperçoit peut-être pas suffisamment, est en train de changer le regard des théories de la justice. Hein. On ne s'intéresse pas autant peut-être au point de départ, l'égalisation du point de départ, on s'intéresse davantage au point d'arrivée. Hein. Et ce point d'arrivée est de plus en plus assimilé, identifié à la santé. Hein. Donc, on part d'une vision de la justice à partir de laquelle une société juste est une société qui fait de sorte que les gens jouissent de ressources suffisantes au point de départ pour qu'ils puissent avoir une chance à peu près correcte de compétitionner avec les autres dans une course loyale, à un point de vue dans lequel on est en train de se demander si les inégalités au point d'arrivée peuvent être corrigées. Donc, c'est un changement de focus, pourrait-on dire, qui nous fait porter notre regard du point de départ au point d'arrivée. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne me prononcerai pas. Je veux tout simplement qu'on soit conscient un peu de ce changement d'orientation. Et je vais un peu maintenant, là, c'est l'image, la métaphore est terminée. Donc, je vais rentrer un peu dans un détail qui pourrait vous sembler un peu lassant. J'espère que ce ne sera pas le cas, pour vous montrer un peu comment ce changement s'est effectué. Alors, pour simplifier un peu, je dirais que la philosophie politique, donc le domaine auquel je m'intéresse, a comme principale préoccupation la justice sociale. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans une société juste? À quoi doivent ressembler nos institutions pour qu'on puisse dire que notre société est juste? Et donc, le discours sur la justice lui-même est divisé en deux parties. Hein? Il y a ce qu'on pourrait appeler la justice formelle. Est-ce que nous jouissons tous des mêmes droits? Droit à la libre expression, droit politique, droit démocratique, etc. Donc, il y a l'idée qu'il y a un certain nombre de droits que tous les citoyens doivent disposer, dont tous les citoyens doivent disposer. Et là, les questions philosophiques concernent quel est exactement le contenu de ces droits. Ces temps-ci, on s'intéresse beaucoup à la question de savoir, par exemple, le droit au libre exercice de la religion. Qu'est-ce qu'il inclut et qu'est-ce qu'il ne devrait pas inclure? Donc, on s'intéresse un peu au contenu des droits. On s'intéresse aussi à la question de savoir qu'est-ce qui fait quand les droits rentrent en conflit. Donc, encore une fois, pour recourir à un débat très actif dans notre société, par exemple, quand le droit à l'égalité des hommes et des femmes et le droit au libre exercice de la religion rentrent en conflit, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, on s'intéresse un peu à ces questions-là, mais il y a une hypothèse qui est présente dans ce secteur-là des théories de la justice, c'est que les droits, c'est quelque chose qui doit être distribué de manière scrupuleusement égale. Hein? Le droit à la libre expression, c'est quelque chose que nous avons tous au même titre, même si nous ne l'exerçons pas exactement de la même manière. Il n'est pas question de dire que certaines personnes auront plus de droits à la libre expression, plus de droits démocratiques que d'autres. Il y a un présupposé égalitariste fort dans ce secteur-là des théories de la justice qui a trait à la distribution des droits. L'autre secteur de la théorie de la justice, qui est celui auquel je m'intéresserai aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la justice distributive. Hein, la justice distributive. Donc, la justice distributive a moins trait aux droits formels, droits démocratiques, droits à la libre expression, etc., et davantage aux biens, aux ressources, hein, aux choses dont les gens ont besoin matériellement pour exercer leurs droits, hein, mais également pour vivre une vie à peu près décente. Hein, on parle de revenus, on parle de logement, on parle de toutes sortes de choses dont les gens ont besoin pour vivre une vie à peu près décente, pour utiliser l'expression qu'on aime bien en philosophie, pour pouvoir réaliser leur conception de la vie bonne. Hein. Et là, on se demande, hein, quels sont les écarts quelles sont les inégalités qui sont tolérables dans une société par rapport à ces biens? Hein? Comment est-ce que les biens devraient être distribués pour que cette distribution soit juste? Hein? Pour que cette distribution soit juste. Et là, je dirais que l'égalitarisme strict qui règne dans le domaine de la justice formelle est un peu relâché. Hein? On ne s'attend pas vraiment à ce qu'une société, outre les utopies communistes, et même le communisme, quand on lit Marx avec attention, on se rend compte que lui-même n'était pas un égalitariste strict, mais il y a toutes sortes de raisons de penser que lorsqu'on se tourne du côté de la justice distributive, donc la justice qui a trait à la distribution des biens, on devrait chercher quelque chose d'autre que l'égalité stricte.
Hein. On doit traiter les gens de manière égale, avec un égal respect, avec un égal souci. Les institutions doivent témoigner à l'endroit des gens d'un égal souci, mais le traitement égal dans ce domaine-là n'équivaut pas ou n'est pas reflété par une dotation strictement égale de toutes les ressources. Hein. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut penser que l'égalitarisme strict dans le domaine de la justice distributive n'est pas une exigence de la justice, hein, qu'on a des raisons de se satisfaire de quelque chose d'autre qu'un égalitarisme strict. La première chose, je vais vous donner donc 5 raisons un peu en vrac. Premièrement, il y a le fait que les biens qu'on distribue dans la société, que ce soit le revenu, que ce soit l'éducation, etc., on les perçoit de manière instrumentale. Hein. Ce qui est important, c'est que les gens en aient assez pour pouvoir vivre une vie à peu près décente. Hein. Donc, si j'étais bon en PowerPoint, ce que je ne suis pas, j'aurais mis au tableau là, une espèce d'une ligne qui correspondrait à un seuil. Hein. Une société juste, ce n'est pas une société qui veut, selon cette vision des choses, égaliser tout le monde. C'est une société qui identifie un seuil de dotation de ressources, qui est un seuil suffisant, à partir duquel on se dit que les gens ont assez de ressources matérielles pour pouvoir réaliser leur conception de la vie bonne. Donc, on s'intéresse davantage à hisser les gens à ce seuil, hein, plutôt qu'à se préoccuper des inégalités qu'il pourrait y avoir au-delà de ce seuil. Hein. Donc, le rôle des institutions de la justice, ce n'est pas de fermer tous les écarts, c'est de garder un focus bien braqué sur cette ligne imaginaire que vous auriez à l'écran si je faisais du PowerPoint, et de s'assurer que tout le monde arrive à ce seuil ou au-delà. Et à partir du moment où tout le monde y est, on va moins être préoccupé par les inégalités qui pourraient survenir au-delà du seuil. Hein? J'espère que c'est à peu près clair. Il y a un affreux néologisme qu'on utilise dans la littérature philosophique qui est le sufficientarisme. Hein? Donc, l'idée, c'est que ce qu'il faut, ce n'est pas d'égaliser nécessairement, c'est de faire que tout le monde en ait assez. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire assez numériquement? C'est une question qui, en tant que philosophe, je ne vais pas chercher à y répondre, mais la logique de l'argument devrait être relativement claire. Le but d'une société juste, ce n'est pas d'égaliser, c'est de faire que tout le monde atteigne un seuil de suffisance en dotation de ressources. Première raison, donc, on voit les biens comme étant instrumentales à ce que les gens puissent vivre une vie bonne, et on se dit qu'au-delà de ce seuil, il y a peut-être quelque chose comme une réduction marginale de l'utilité, hein, une chute marginale de l'utilité. Une fois qu'on a atteint le seuil, hein, si je ne sais pas moi, il est très important que j'ai 75 000 $ par année, je sors un chiffre de n'importe où, pour pouvoir vivre une vie décente. Mais à partir de 75 000 $, ce que les 1 000, 2 000, 3 000 $ supplémentaires contribuent à ma capacité à vivre une vie bonne va avoir tendance à décliner. Hein. Il y a un seuil à partir duquel, donc, il y a une sorte de chute marginale de l'utilité. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle on va davantage se préoccuper du seuil que des écarts qui pourraient survenir au-delà de ce seuil. Une autre raison pour laquelle on ne va pas trop se préoccuper de l'égalité, et ça c'est je vais vous introduire mon philosophe préféré, qui est un peu le père de cette manière de penser à la justice, qui est John Rawls. John Rawls a un argument qui dit essentiellement la chose suivante. L'égalitarisme pourrait avoir un effet contre-productif, même du point de vue des personnes les moins bien loties dans la société. Hein, si on insiste sur l'égalité des ressources, on risque d'arriver dans une situation où les gens vont peut-être produire une tarte de ressources qui est moins importante que celle qu'ils pourraient produire si on permettait certaines inégalités. Hein? Donc, on imagine des gens à qui on dit, écoutez, là, travaillez fort, produisez beaucoup, mais vous n'allez aucunement bénéficier vous-même, personnellement, votre famille, de ce que vous produisez. Mais on veut quand même que vous travailliez fort pour augmenter autant que possible la tarte des ressources sociales. On peut imaginer que ce message aurait un effet un peu démotivant. Hein? Par contre, si on disait aux gens, écoutez, produisez et puis vous allez quand même pouvoir profiter des fruits de votre travail d'une manière que vous allez pouvoir dire, j'ai travaillé fort pour pouvoir atteindre tel objectif, ça va peut-être avoir un effet d'augmentation de la tarte des ressources globales pour une société qui, et à condition qu'on redistribue les ressources de manière équitable, de manière progressiste, bénéficiera même aux personnes les moins bien loties. Hein. Une plus grosse tarte de ressources, en d'autres termes, sera quelque chose qui pourra bénéficier à tout le monde, y compris les gens les moins bien lotis. Et c'est possible qu'une condition de ce qu'on obtienne une plus grosse tarte de ressources, c'est qu'on permette certaines inégalités. Ce qu'on veut éviter, dans d'autres termes, pour utiliser un autre barbarisme de philosophie politique, c'est d'aplanir par le bas, hein, de dire qu'on va égaliser tout le monde, mais de faire de sorte que tout le monde aura moins de ressources que si on permettait certaines inégalités.
Donc, on a deux raisons jusqu'à maintenant pour permettre de l'inégalité. Premièrement, les biens ont une valeur instrumentale. On s'intéresse au seuil à partir duquel on peut penser que les gens ont suffisamment d'instruments pour vivre une vie correcte. On pense par ailleurs que certaines inégalités seront peut-être à l'avantage de tout le monde dans une société. Troisièmement, on pense également qu'il y aura, donc il y a une distinction qui est très importante, encore une fois, dans mon petit secteur de la réflexion, qui est la distinction entre les choix et les circonstances. Hein? Les choix et les circonstances. Une théorie de la justice, c'est une théorie qui veut, pour utiliser un slogan que j'expliquerai dans un instant, socialiser le hasard, mais rendre les gens responsables de leurs choix. On se dit que quand on regarde la situation dans laquelle une personne en arrive dans sa vie, cette situation est le reflet, ou il y a deux types de choses qui ont un impact sur là où elle en arrive. Il y a les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Les gens sont parfois abattus par la malchance, hein, qui ne relèvent aucunement de leur responsabilité. Il y a d'autres personnes qui jouissent d'une chance très favorable. Ils naissent dans des bonnes circonstances. Ils ont une dotation génétique qui les immunise par rapport à certaines maladies plus que d'autres. Donc, il y a des facteurs qui relèvent du hasard, qui ont un impact sur le fait que certaines personnes ont des vies en santé, que des vies favorables, et d'autres ont la vie plus difficile. Il y a également l'impact de nos choix. Hein? Donc, c'est là que je vais peut-être faire le lien avec le thème de la journée. Il y a également l'impact de nos choix. Il y a des choix que l'on entreprend librement qui vont avoir un impact sur ce que l'on obtient. Et jusqu'à un certain point, une société juste ne peut pas être une société qui va complètement immuniser les gens des conséquences de leurs choix. Il faut responsabiliser les individus, pense-t-on, et pour cela, il faut faire la distinction entre ce qui relève de l'impact des circonstances, du hasard, hein, sur leur vie, et ce qui relève de leur choix. On va donc socialiser, hein, dans une société juste, par des régimes d'assurance, par exemple, on va socialiser le hasard. On va dire aux gens, si vous êtes victime de mauvais coups du hasard, on va être solidaire de vous. Si vous êtes au contraire bénéficiaire d'un hasard favorable, on va socialiser jusqu'à un certain point votre bonne chance et rendre tout le monde bénéficiaire de votre bonne chance. Par contre, les individus, là où les gens en arriveront dans leur vie, sera en partie le résultat de leur choix, librement entrepris. Hein. Il y a des gens qui vont, pour reprendre les distinctions bien connues, favoriser la gratification à court terme plutôt que les avantages à long terme. D'autres personnes vont avoir des choix temporels différents. Et cela fait partie du pluralisme de l'espèce humaine, qui est que nous allons valoriser différemment différents types de biens ou différentes distributions de biens à travers le temps. Hein? Et qu'une partie de ce que c'est que la liberté humaine, c'est que personne ne vienne me dire que ma propre manière de voir ce que sont les biens qui sont importants pour moi, ou comment je veux distribuer les biens à travers le temps, hein, que j'ai tort et que quelqu'un pourrait me corriger là-dessus. Donc, l'effet de nos choix va avoir un impact sur la manière par laquelle nous allons être traités par la vie, et cela risque d'introduire des inégalités. Quatrième considération, on craint souvent que l'égalité matérielle, si on insistait sur l'égalité, cela exigerait un État excessivement intrusif, hein, qui aurait à tout moment à se demander est-ce que les interactions, les actions et les transactions auxquelles les gens se sont livrés dans leur vie, est-ce que ça a produit de l'inégalité? Si c'est le cas, il faut que l'État intervienne pour ramener en quelque sorte l'égalité, et on craint qu'il y ait en quelque sorte une trop forte intrusion de l'État. Une des raisons pour lesquelles, pour revenir à l'image de la course, on préfère mettre l'accent sur le début de la course plutôt que la fin ou les moments intermédiaires, c'est qu'on se dit que si l'État s'assure que les gens jouissent d'une dotation de ressources suffisante au début de la course et qu'ils sont immunisés des mauvais coups du hasard, chose que je viens d'expliquer il y a un instant, l'État peut en quelque sorte ensuite se retirer en quelque sorte et laisser les gens vivre leur vie, ce qui est, toute chose étant égale, préférable à ce que l'État soit constamment en train d'intervenir. J'ai dit que j'avais 5 raisons pour lesquelles l'égalité n'était pas, et là j'en ai 4, et ça me trouble profondément parce que je n'arrive pas à trouver la 5e. Bien, peut-être qu'on va se satisfaire de 4, après tout, 4 est un chiffre parfaitement bon. On va s'en tenir là. OK. Donc,
Encore une fois, on a une structure. Alors, il y a des débats à n'en pas finir entre les philosophes politiques. On pourrait remplir 3 fois cette salle avec les revues et les livres qui sont consacrés, par exemple, à la question de savoir où s'arrête le choix et où commencent les circonstances. Je pourrais faire un exposé complet sur la complexité de cette notion de choix, parce que nos choix, nous ne les prenons pas dans une sorte de vide sociologique et culturel. Nos choix sont en partie déterminés par des circonstances. Et donc, à partir de quel moment va-t-on dire que les circonstances s'arrêtent, que le hasard s'arrête et que le choix commence? Bon, c'est une question philosophique qui anime les esprits depuis longtemps. Toutes ces questions-là sont fortement controversées, mais ce sur quoi je veux apporter votre attention, c'est encore une fois la structure. La théorie de la justice s'intéresse à ce que, au point de départ, si on peut identifier un point de départ, les gens jouissent d'une dotation de ressources qui est suffisante. Je suis encore en train de pointer vers ma ligne de suffisance imaginaire. Une dotation de ressources qui soit suffisante et qu'ils aient également la garantie que la société sera solidaire d'eux lorsque leur circonstance sera le fruit de la mauvaise chance, de la malchance, du hasard. Donc, on a cette structure qui est, je dirais, commune à travers bon nombre de théories de la justice qui ont été dominantes dans les dernières années. On a tendance, troisième barbarisme que je vais introduire, à parler de ces théories de la justice comme étant ressourcistes. L'important, c'est de doter les gens suffisamment de ressources pour qu'ils puissent ensuite vivre leur vie comme bon leur semble. Alors, comment est-ce que la santé, maintenant, s'est introduite à ce schéma? Bon, les philosophes, on a un vice professionnel bien connu, on a tendance à être très abstrait, et ne pas redescendre nécessairement toujours dans le concret. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de philosophes dans le domaine de la justice distributive qui se sont trop posé la question de savoir qu'est-ce que ça implique pour des domaines spécifiques comme l'éducation, la santé, le logement, etc. Mais il y a des exceptions, et je vais brièvement en exposer un. Un philosophe américain qui s'appelle Norman Daniels, qui s'est demandé essentiellement, quand on prend cette structure que je viens de vous exposer, qu'est-ce qu'elle implique pour la santé? Et il y a quelques éléments de sa théorie que je voudrais mettre en évidence pour ensuite montrer comment l'introduction des déterminants sociaux de la santé change la donne. Alors, la première chose, c'est que Daniels, dans ses premiers écrits, un peu comme tout le monde, va faire l'équation extrêmement rapide et, comme on le sait maintenant, un peu simpliste, entre la santé et les soins de santé. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire de sorte que la santé soit distribuée de manière équitable dans une société? Bien, ça veut dire que les gens aient un accès équitable à des médecins, à des médicaments, à des interventions chirurgicales, etc., etc. Santé égale soins de santé. Donc, le regard de la théorie de la justice distributive doit porter, pour répondre à la question de savoir comment une société juste va traiter la santé, doit porter son regard sur les hôpitaux, les médecins, les médicaments. Deuxièmement, il a une vision complètement instrumentale de la santé. La santé n'est pas importante en soi. C'est une de ses ressources, c'est un de ses biens dont les gens doivent pouvoir jouir de manière suffisante pour faire autre chose, pour pouvoir vivre leur vie selon leur conception de la vie bonne. Donc, encore une fois, en retournant à mon image de la course, la santé s'avère être une de ces ressources dont il faut tenter d'égaliser suffisamment la dotation pour que tous puissent jouir d'une égalité des chances à peu près correcte. La santé est donc quelque chose qui est un instrument à quelque chose d'autre, et c'est ce quelque chose d'autre qui a de l'importance. La santé est un instrument. La troisième caractéristique de la théorie de Daniels que je voudrais mettre en évidence, c'est que, selon Daniels, et c'est une conséquence logique de tout ce qui a été dit, si nous assurons que les points de départ sont équitables, c'est-à-dire dotation suffisante de ressources, y compris accès suffisant aux soins de santé, et que les gens ont été immunisés socialement à travers des schémas d'assurance des mauvais coups du hasard, on laisse partir ensuite la course, et il pourrait arriver qu'à la fin, nous retrouvions des inégalités de santé. Et, alors, ce qui peut paraître surprenant aujourd'hui, c'est que l'attitude de Daniels et d'autres consiste à dire que ces inégalités de santé résiduelles ne devraient pas nous préoccuper sur le plan de la justice. On a des raisons de s'en préoccuper qui peuvent relever de l'empathie, de la charité, du sentiment de communauté que nous avons avec les autres. Mais du point de vue de la justice, si nous assurons un point de départ équitable, comme je l'ai défini, sur lequel je ne reviendrai pas, à tout le monde, il se pourrait très bien qu'il y ait des inégalités de santé à la fin,
hein, mais elle ne nous préoccupe pas. En d'autres termes, une société juste est une société dans laquelle il peut y avoir des inégalités de santé. Ces inégalités seront probablement fortement contraintes par rapport à ce que nous observons aujourd'hui dans une société comme la nôtre, hein, puisque le fait de travailler sur toutes les inégalités au point de départ va avoir un impact à réduire, hein, les inégalités de santé. Si on assure à tout le monde qu'ils auront un accès égal aux soins de santé, si on assure à tout le monde qu'ils seront dotés de ressources suffisantes au début de la course pour pouvoir tenter de réaliser un projet de vie, une conception de la vie bonne, si on assure à tout le monde qu'ils seront immunisés contre les mauvais coups du hasard, hein, ben, c'est sûr que les inégalités de santé qu'on retrouvera à la fin seront probablement beaucoup moins importantes que celles que l'on observe actuellement dans une société comme la nôtre, et encore plus dans des sociétés encore plus injustes que la nôtre. Mais il y en aura probablement encore, et la conclusion à laquelle en arrive Daniel, c'est que ces inégalités résiduelles ne poseront pas un problème du point de vue de la justice. Bon. Troisième et dernier, je suis comment là pour le temps? Un bon 7 minutes. Parfait, OK. Une des plus profondes mutations, je dirais, dans le domaine de la philosophie de la santé, c'est de remettre en question la première des hypothèses que j'ai prêtées à Norman Daniels il y a quelques minutes. Je vous rappelle que pour Norman Daniels, quand Norman Daniels a commencé à se poser la question « Qu'est-ce que tout ce grand schéma très général sur la justice a à voir avec la santé ?» La première chose qu'il s'est dite, c'est « Ah, il faut regarder les soins de santé. Il faut se demander comment distribuer les soins de santé de manière équitable, ou soins de santé est vu comme étant quelque chose d'assez limité. Les docteurs, les hôpitaux, les cliniques, les médicaments, les interventions, etc. La révolution des déterminants sociaux de la santé nous dit en quelque sorte que nous regardons à la mauvaise place, hein, que si nous voulons voir comment agir de manière efficace sur la réduction des inégalités de santé, hein, l'accès différentiel aux soins de santé est un déterminant causal secondaire, hein, par rapport à d'autres déterminants sociaux de la santé qui n'ont rien à voir avec les soins de santé. Hein. Éduquer les gens de manière correcte, loger-les de manière correcte, réduisez les écarts de revenus de manière substantielle, agissez donc sur des déterminants sociaux plutôt que sur des déterminants médicaux, et vous allez avoir beaucoup plus d'impact sur la réduction des inégalités de santé. Hein. Donc, en quelque sorte, le paradigme des déterminants sociaux regarde le paradigme précédent, et c'est un peu comme la vieille blague du gars qui cherche ses clés sous un lampadaire, pas parce que c'est là qu'elles sont, mais parce que c'est là qu'il y a plus de lumière. Hein. Le reproche adressé par les tenants du paradigme des déterminants sociaux au paradigme précédent consistait à dire « vous regardez à la mauvaise place ». C'est sûr que, étant plus limités, hein, les soins de santé, c'est plus facile à manier dans une théorie. Hein. Est-ce que les gens ont un accès suffisant à des médecins? Bien, ça peut se comptabiliser de manière relativement facile. Les déterminants sociaux de la santé, c'est énorme, c'est vague, c'est général. Tout peut être un déterminant social de la santé, après tout. Et donc, ça va risque d'être beaucoup moins maniable dans une théorie de la justice. Mais hein, le reproche qui est adressé donc par les tenants du paradigme des déterminants sociaux au paradigme précédent est que c'est là qu'il faut regarder, hein, si on veut véritablement agir de manière efficace sur les inégalités de santé. Alors, on pourrait penser que ce changement de regard, ce changement de focus, aurait un impact minime sur la structure des théories de la justice que j'ai identifiées il y a un instant. Et je voudrais terminer en suggérant que ce n'est pas le cas, qu'en fait, la transformation est relativement majeure. Bonne ou mauvaise, ça c'est une question à laquelle il nous appartient en tant que société à réfléchir, mais il faut au moins l'identifier clairement. Alors, pourquoi pourrait-on penser dans un premier temps que la modification apportée par les déterminants sociaux de la santé aux théories de la justice serait minime? Bien, il s'agit tout simplement de prendre la théorie de quelqu'un comme Daniels, d'ôter, partout où c'est marqué soins de santé, ôter soins de santé et mettre déterminants sociaux de la santé. Donc, ce qu'on veut, c'est que non pas les soins de santé soient distribués de manière équitable, ce qu'on veut, c'est que les déterminants sociaux de la santé soient distribués de manière équitable. Hein. Le reste demeure inchangé. Hein. Mais à regarder la chose de plus près, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que, en fait, l'introduction des déterminants sociaux de la santé introduit une mutation majeure. Remarquez la chose suivante. Je vais utiliser l'exemple du revenu pour illustrer. Hein.
Les inégalités de revenus, rappelez-vous de ma métaphore initiale de la vie comme une sorte de course. Hein? Les inégalités de revenus, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans une société juste, selon le modèle initial, à la fin de la course. Hein? On égalise les choses au début. Hein? On égalise la dotation de ressources initiales, on immunise les gens par rapport aux fruits du hasard. Les gens font des choix. Il y en a certains qui décident de devenir prof de philo, d'autres qui décident de faire d'autres choses. Et au terme, hein, on aura des inégalités de revenus. Et si la consigne aura été respectée au début de la course, ces inégalités de revenus ne devraient pas poser problème. Hein? Encore une fois, on vit dans une société, je vous le rappelle, pas la nôtre, mais une société dans laquelle le seuil, le fameux seuil que j'ai identifié, a été satisfait pour tout le monde. Mais là, on se met à lire des gens comme Michael Marmot, hein, que vous avez sans doute tous rencontrés à un moment donné, qui fait une étude de gens qui sont tous relativement bien lotis dans la société, les fonctionnaires britanniques. Hein, donc, des gens qui ont un revenu correct, accès à des soins de santé publics, etc. Donc, des gens qui, par hypothèse, sont bien au-delà d'un quelconque seuil qu'on voudrait pouvoir identifier. Puis là, on se rend compte que les différences de revenus, les différences de statut à l'intérieur de la fonction publique ont un effet majeur sur la distribution des états de santé. Hein? Vous prenez des gens qui sont donc relativement favorisés dans la société, des fonctionnaires, et vous voyez que même au-delà du seuil, hein, il y a un impact causal de choses comme la différence de revenus, la différence de statut également, sur la distribution des états de santé. Hein? Alors là, on regarde les différences de revenus dans une logique de déterminants sociaux de la santé, et on va avoir tendance à se dire, hein, c'est pas vrai qu'on peut garder ça comme c'est là. C'est pas vrai qu'on peut se satisfaire de ce que la vision initiale de la justice nous a dit, dans la mesure où il y a une dotation initiale de ressources qui est correcte. Ne nous préoccupons pas trop des différences de revenus, dans la mesure où ces différences où les revenus sont tous au-delà d'un seuil hypothétique qui rend les gens suffisamment dotés pour qu'ils puissent vivre une vie correcte. Parce que des études comme celle de Marmot nous révèlent que différences de statut, différences de revenus, différences institutionnelles ont un impact considérable, mesurable sur la distribution des états de santé. Je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais il me semble qu'entre quelqu'un l'a peut-être au bout des lèvres, mais dans l'étude initiale de Marmot, là, Whitehall 1, comme on l'appelle, les gens qui étaient au bas de l'échelle de la fonction publique avaient une espérance de vie qui était de 3 ou 4 ans de moins que celle des gens qui étaient au haut de l'échelle. C'était donc mesurable et substantiel. Donc, première mutation profonde, hein, on va avoir tendance à voir les inégalités qui se situent à la fin de la course comme étant des révélatrices d'injustice beaucoup plus, hein, que si on utilisait le modèle initial que j'ai décrit. Hein, dans la mesure où on peut continuer à corréler des différences de revenus, des différences de statut, donc des différences au niveau des déterminants sociaux de la santé à des inégalités de santé, hein, bien, tout d'un coup, les raisons qu'on aurait pu avoir avec le premier modèle de se dire, bon, après tout, ces différences ne devraient pas poser problème du point de vue de la justice, vont commencer à s'estomper. Hein. Donc, on va commencer à porter notre regard davantage vers la fin de la course parce que ce qui se passe à la fin de la course, les différences de revenus, vont continuer à avoir un impact mesurable sur les inégalités de santé. Deuxième mutation profonde, tout d'un coup et subrepticement, on va commencer à voir la principale contrainte qui plane sur la distribution des ressources de tout genre, éducation, revenus, statut, etc., etc., hein, la principale contrainte de justice qui plane comme étant leur contribution à la santé. La santé devient en quelque sorte une finalité, hein, qui dicte la manière par laquelle les autres biens doivent être distribués. Encore une fois, je voudrais faire la comparaison avec le premier modèle de structure de théorie de la justice que j'ai identifié. Au départ, on se dit, donnez aux gens assez de ressources, ils atteignent un bar de suffisance pour qu'ils puissent tenter de vivre une vie à peu près décente, hein, et c'est la seule contrainte qui plane sur la distribution des ressources. Hein. Après ça, les inégalités qui pourraient survenir ne vont pas nous préoccuper outre mesure du point de vue d'une théorie de la justice. Lorsqu'on commence à mesurer la justification de la distribution de différents biens par leur impact sur la santé, hein, on change la logique. Tout d'un coup, on se dit, la distribution de différents biens, hein, devrait se faire non pas en fonction de la finalité initiale qui était « donnons à tout le monde suffisamment de ressources pour qu'ils puissent vivre une vie à peu près bonne », elle devient plutôt quelque chose de différent. Distribuons ces biens pour qu'ils aient un impact maximal sur la réduction des inégalités en santé.
Et ces deux finalités sont différentes. Hein. Troisièmement, ça c'est le signe, si vous ne le savez pas, quand le président se lève, que j'ai presque trop parlé. Troisièmement, et heureusement, c'est le point sur lequel j'allais terminer, Monsieur le Président. Troisièmement, la structure va avoir tendance à devenir égalitariste de manière beaucoup plus stricte que le modèle initial. Hein. Toute inégalité de santé va maintenant être perçue comme le symptôme, le signe d'une injustice possible, alors que dans le modèle précédent, on avait une vision des choses selon lesquelles, si on assure l'équité au niveau du point de départ, les inégalités qui pourraient survenir par la suite ont une moindre importance du point de vue de la justice. Là, maintenant, on a un modèle dans lequel la santé devient une finalité par laquelle tous les autres biens sont mesurés, et toute inégalité de santé est vue comme étant potentiellement problématique du point de vue de la justice. Donc, et je terminerai avec 2-3 phrases, le président peut être, et j'espère avoir des questions et des commentaires. Quand on introduit les déterminants sociaux de la santé à la place des soins de santé dans la structure d'une théorie de la justice, ce n'est pas vrai que le tout demeure inchangé. La logique change profondément, étant donné les hypothèses empiriques qui sont à la base de ce qu'est le déterminant social de la santé, et va nous amener à avoir une vision qui est beaucoup plus égalitariste, hein, beaucoup moins pluraliste, je dirais, parce que beaucoup plus braquée sur l'objet santé. Donc, deux modifications qui sont donc majeures et beaucoup plus portées sur, pour utiliser une dernière fois ma métaphore, la fin de la course plutôt que le début. Donc, 3 mutations qui me semblent profondes. Encore une fois, j'ai dit que j'allais être complètement agnostique pour les fins de cette présentation sur la question de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que cette mutation soit en train de s'opérer dans le discours philosophique et dans la pratique. Mais je pense qu'avant de faire des choix, il faut au moins que nous soyons lucides sur les différences substantielles que nos choix d'objets, déterminants sociaux de la santé plutôt que soins de santé, apportent à nos théories. Et c'est là-dessus que j'aimerais continuer à m'interroger. Je vous remercie. Merci, M. Weinstock. Merci pour cet excellent exposé. Nous allons nous accorder le privilège de vous poser quelques questions en quelques minutes. Et je vais m'accorder le privilège de la première question pendant que les gens vont se rejoindre les micros. Justement, les déterminants de la santé, la compréhension qu'on en a en santé publique nous amène à leur accorder beaucoup d'importance, à travailler beaucoup dans une logique d'environnement favorable. À un point tel qu'on se demande si le choix libre et éclairé, le choix individuel, existe toujours comme déterminant de la santé. Autrement dit, fumer, ce n'est pas un geste volontaire, c'est la victimisation de l'industrie du tabac et on va prendre des mesures environnementales de type législatif souvent. L'obésité, c'est un problème d'environnement et de changement de société, et surtout d'environnement et d'industrie qui nous ont amenés à être moins actifs et manger plus gras, manger plus sucré. Et bref, est-ce que votre jugement de la santé publique, que vous connaissez bien, vos comités d'éthique et tout ça, vous amène à penser que le niveau d'équilibre ou la place de la décision individuelle s'est déplacé de telle sorte qu'il y a un paternalisme de santé publique ou n'y en a-t-il pas un, selon la compréhension qu'on a des déterminants? On aimerait vous entendre là-dessus. Je pense que c'est un réel problème, et c'est un problème à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement la question de savoir si, du point de vue des faits, on n'est pas amené par la logique un peu des déterminants sociaux à exagérer. Hein. On en arrive à des explications qui sont trop unilatérales. Hein. On va trop mettre l'accent sur le contexte et pas assez sur la dimension choix individuel. Mais la deuxième, alors ça c'est une question à laquelle, en tant que philosophe, là, vous comprendrez que je n'ai pas vraiment de réponse, c'est une question empirique. Est-on allé trop loin dans le poids explicatif que l'on fait poser sur les déterminants sociaux? Ça c'est une question à vous autres d'y répondre. La question... Non? Ça ne nous aidera pas beaucoup. Pardon? Ben oui. Ben, c'est pas à moi. Oui, on comprend. Mais la deuxième chose qui est peut-être un peu plus subtile est que, outre la question de savoir si, d'un point de vue explicatif, on a le bon dosage entre la liberté et le déterminant, les politiques que l'on met de l'avant ont un impact sur la représentation que les gens se font de l'équilibre entre le choix et la responsabilité, le choix responsable individuel et l'impact des déterminants sociaux de la santé. Et donc, une autre préoccupation qu'on doit avoir, c'est quel message est-ce que nos politiques, basées comme elles le sont sur les déterminants sociaux, véhiculent aux individus quant à leur propre part de
de responsabilité. En d'autres termes, risque-t-on, et encore une fois, je pose la question et je n'ai pas les moyens d'y répondre, les philosophes, nous, on fait juste poser des questions. Et là, c'est aux autres départements. Mais elles sont bonnes, par contre. C'est aux autres départements d'aller y répondre pendant que nous, on pense à d'autres questions. Est-ce qu'on risque l'effet pervers qui consiste à faire penser aux gens que c'est pas de leur faute? Hein? Et donc, en quelque sorte, je vais attendre que vous autres travaillez sur les déterminants sociaux et je vais attendre en quelque sorte que ça ait un impact sur ma vie plutôt que... Et donc, les deux questions sont indépendantes. Il se pourrait que la réalité des déterminants sociaux soit comme ça, mais que le message qu'on véhicule à la population ait à être différent pour que les citoyens ne se retrouvent pas dans, en quelque sorte, cette logique perverse qui consisterait à dire, bien, écoutez, là, que j'arrête de fumer ou que j'arrête de manger gras, ça dépend de ce que d'autres personnes fassent des choses pour moi, plutôt que de ce que je... Donc, il y a deux types de dangers qu'il faut chercher à éviter. Et je ne sais pas exactement quel est le bon dosage, mais il faut bien identifier et distinguer ces deux dangers. Mais avez-vous l'impression que la santé publique passe comme message que ce n'est pas de votre faute? Non, je pense qu'elle envoie un double message qui est difficile pour le citoyen à comprendre. Il y a toutes sortes de messages qui consistent à dire « prenez-vous en main, faites plus d'exercices mais par ailleurs, ce n'est pas de votre faute parce que les compagnies... Donc, il y a un double message qui, je crois, est parfois difficile à appréhender et qui induit une certaine confusion. Je ne sais pas exactement comment on peut rectifier le tir, mais le risque du paternalisme est là, mais il y a aussi cet autre risque et je ne sais pas exactement comment faire le bon dosage pour l'éviter. Merci. Alors, j'ai le soleil en plein visage. Bonjour. Oui, on vous écoute. Vous présentez, s'il vous plaît. Docteur Lise Bélanger, pédiatre, médecin conseil en santé publique. C'est une question en deux segments. Est-ce qu'il y a des sociétés qui s'y sont arrivées à fonctionner sur la base de la ligne d'arrivée? Et est-ce qu'il y a des membres de la société qu'on devrait prioriser, tels les enfants? Merci. Ouais. Bon, deux excellentes questions. Je me suis remis à lire, pour préparer cette présentation, je me suis remis à lire Marmotte. Donc, la première étude qui date des années 60, hein, 60-70, je ne sais plus exactement. Et il y a quelque chose d'étonnant qui m'a complètement échappé et que Marmotte lui-même, je crois, ne va plus nécessairement mettre en évidence. Il y a des passages dans lesquels Marmotte va dire explicitement, noir sur blanc, pointer du doigt donc les sociétés d'Europe de l'Est et dire, quoi que l'on pense de leurs problèmes et de leurs excès sur le plan des libertés civiles, ils ont mis l'accent sur le point pour le dire dans mes termes plutôt que les siens, ils ont mis l'accent sur le point d'arrivée et cela a fonctionné. Hein? Je ne suis pas sûr qu'il veuille aujourd'hui, qu'il voudrait, avec le recul, aller nécessairement dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont aujourd'hui davantage braquées sur le point d'arrivée? Encore une fois, oui? Hein? Non, je pense que votre question, c'était le point d'arrivée. Oui. Sa question, c'était le point d'arrivée. Je ne suis pas sûr. Une question intéressante pour moi, et elle rejoint la question qui m'a été posée initialement, c'est est-ce que le fait de mettre l'accent sur le point d'arrivée est compatible avec le maintien... il y a une dimension... Ce qui est plate avec la liberté individuelle à laquelle on croit, c'est que parfois les gens vont faire des choix individuels en usant de leur liberté qu'on n'aime pas et qui sont délétères du point de vue de leur santé. Et donc, une question, et ça rejoint le paternalisme, qu'il faut se poser, c'est est-ce que de mettre le focus de manière beaucoup plus grande sur le point d'arrivée va occasionner des coûts en termes des libertés que l'on chérit par ailleurs dans nos sociétés. Pour ce qui est de la situation des populations sur lesquelles mettre l'accent, je pense que les enfants, c'est une catégorie intéressante parce que c'est une catégorie par rapport à laquelle, bon, outre la question des mineurs matures, là, à partir de quel moment, là, et je ne veux pas gloser sur 15, 16, 17 ans, mais certainement pour les enfants en relativement bas âge, la question de la responsabilité n'est pas vraiment présente. Hein? Et donc, ce sont des personnes par rapport auxquelles l'attitude paternaliste qu'on veut pouvoir peut-être doser par rapport aux adultes majeurs consentants et vaccinés n'a pas lieu d'être. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup au domaine de l'éducation et je fais parfois des comparaisons entre ce qu'on fait en éducation et en santé. Une des choses qui, moi, me désole, c'est qu'il y a énormément
de moments déterminants dans la vie d'un enfant, des examens, etc., qui sont faits à des moments où on devrait quand même avoir la lucidité de comprendre qu'un enfant n'est peut-être pas entièrement en mesure de faire des choix quant à l'intensité qu'il va consacrer aux études, dont l'importance va déterminer le reste de sa vie. Donc, ça me semble être un domaine dans lequel le paternalisme est quelque chose de tout à fait approprié, mais quand on regarde d'autres domaines, on se rend compte qu'on a tendance à l'oublier un peu. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il me semble qu'il y a en tout cas toutes les raisons du monde de traiter les enfants différemment et de ne pas avoir à leur endroit les préoccupations que j'ai évoquées par rapport aux adultes majeurs et consentants. Merci. Une dernière question courte et une réponse, M. Courte, Weinstock, oui. on va vous demander d'être courte également. Bonjour, Lorraine Caron, Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Merci pour l'excellente conférence. Si j'ai bien compris votre message, vous avez dit que l'objet santé a finalement remplacé la vie bonne ou la vie décente comme étant le point d'arrivée et que ça entraîne des changements, dont une mouvance vers un égalitarisme plus strict. Ma question, c'est les conséquences de ça ou les problèmes qui seraient potentiellement associés à ça, ça ne serait pas notre conception de la santé qui peut-être qui n'a pas été définie, qui est idéalisée comparativement finalement à la vie décente ou la vie bonne. Peut-être que là aussi, il y avait un flou, mais on a peut-être plus travaillé à ce niveau-là pour déterminer qu'est-ce qui serait une vie décente. Justement, déjà dans le mot décent, il y a un seuil. Puis dans santé, est-ce qu'on a les mêmes réflexions pour essayer d'évaluer la normalité, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Réponse courte? Oui, ça risque d'être difficile. Réponse courte? Non, désolé. On voulait juger. Si c'est pour être une réponse trop longue, on va inviter madame à venir vous voir. Votre résumé est excellent là, et je n'aurais pas pu mieux dire. Je vous remercie de me l'avoir fourni. Une différence me semble importante, c'est que, premièrement, quand on parle de la fin, du fil d'arrivée comme étant chacun d'entre nous, notre conception de la vie bonne, tenter de les réaliser, il est clair qu'il y a un pluralisme, il y a un grand pluralisme. Ce que sera pour toutes les personnes dans cette salle une vie réussie, ça va être très différent d'une personne à l'autre, et ça, on l'accepte. Il y a peut-être une tendance, et c'est peut-être dû au fait que le concept santé est insuffisamment théorisé par des gens comme moi. Là, pour une fois, je veux porter l'odieux d'une insuffisance dans notre discours. Que l'objet santé soit insuffisamment théorisé, il est clair qu'on n'a pas une vision assez pluraliste de ce que c'est que la santé. Et tout cela, le pluralisme de la première vision versus une tendance vers une certaine uniformité dans la deuxième, va avoir toutes sortes d'impacts, l'ouverture de la porte du paternalisme, etc. On tolère beaucoup plus difficilement l'idée que les gens puissent avoir des visions différentes du poids accordé à la santé, quand on a fait de la santé l'objet final. Donc, je vais m'arrêter à cette distinction-là, mais peut-être que vous pourriez venir me voir, puis on pourrait parler d'autres, mais je pense que ça a un impact majeur. Merci, M. Weinstock. Merci infiniment de votre démarrage de ces journées annuelles santé publique, cette journée d'aujourd'hui. Les personnes, je ne sais pas si vous êtes déjà occupés à 10h30 dans une salle. Oui, je pense que oui, ici même. Alors, peut-être un peu plus tard en journée, les gens pourront vous croiser et poser quelques autres questions. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous vous rendez tout de suite dans les salles. Prenez quelques minutes ce midi. Les repas peuvent se prendre assez rapidement au 4e pour que vous puissiez descendre à la salle des exposants et des affiches. De magnifiques affiches très intéressantes sont à voir. Vous pouvez aussi voter pour la meilleure affiche. Et vers 13h15 à peu près, il y aura un tirage et peut-être que vous serez le gagnant ou la gagnante de cette participation.